Avant d'accueillir nos prochains invités, je vous invite à regarder une vidéo qui présente l'axe agroécologie d'Agora et qui retrace des actions concrètes pour vous accompagner en tant qu'adhérent dans votre transition agroécologique. Notre ambition sur l'axe agroécologie est de développer et diffuser des solutions techniques, des méthodes et des savoir-faire permettant à vous, adhérents, d'être acteurs de la transition agroécologique et d'adapter vos productions aux exigences des marchés et de la société, quel que soit le modèle que vous choisissez. Bien, voici la vidéo. Alors, implanter un couvert, c'est bien, mais valoriser le maximum de son potentiel, c'est mieux. Pour en parler, je vous propose d'accueillir deux de nos intervenants, Luc Van de Put, expert ACS Agora, et Frédéric Rémy, chef de culture à la ferme de Saint-Lubin, et qui est également spécialisé en agriculture de conservation des sols. Les voici sur scène. Bonjour à tous les deux, allez-y, installez-vous. Vous avez ici un micro. On va voir si on peut avoir un second micro. Voilà, il arrive. Alors, tout d'abord, bonjour, bienvenue sur ce plateau d'Agroforum. J'ai une première question pour vous, Frédéric. Je viens de vous présenter. Oui, la présentation, elle est là. Est-ce que vous pouvez nous présenter la ferme de Saint-Lubin? Alors, bonjour à tous. Donc, nous cultivons 400 hectares de céréales dans le Val d'Oise, à Aronville, en agriculture de conservation des sols. Nos sols sont hétérogènes. Donc, on cultive des sols argilo-calcaires, des limons sableux, des limons argileux. Donc, à mon arrivée sur la ferme en 2008, on avait une rotation unique, composée de blé sur blé, escourgeon, colza. Donc que des cultures d'automne et des pailles sur paille. Donc nos moyennes de rendement étaient inférieures à celles du secteur. Et on avait un gros problème de salissement graminé. Donc en 2009, j'ai commencé par diversifier la rotation avec une culture de printemps, donc la févrole. En 2013, on a utilisé nos févroles pour implanter un couvert de légumineuses. Donc on a pu constater un effet bénéfique sur la structure de nos sols et sur le rendement de nos cultures. Donc on a progressivement continué ces couverts de légumineuses et en même temps on a réduit la profondeur de travail de sol de nos outils jusqu'en 2017 où on devait bientôt renouveler notre semoir de céréales et donc on en a profité pour vendre tout le matériel qu'on n'utilisait plus, donc de travail de sol profond, pour nous aider à nous équiper en semoir de semi-direct. Donc aujourd'hui, on travaille sur une rotation de 6 ans, avec la moitié de la surface de la ferme en blé,
Entre les blés, on va diversifier avec différentes cultures adaptées à nos types de sols. Donc on va avoir une année de protéagineux avec des féveroles, des pois potagers, des pois d'hiver, des vesses. On cultive du colza, du lin, du tournesol en culture de printemps. Donc avant ces cultures, on va avoir différents couverts. Donc avant les protéagineux, on va avoir un couvert simple d'avoine pour essayer de créer une rupture sanitaire pour casser le cycle de nos pathogènes. Dans nos cultures céréalières, on a pas mal de sclérotinia, d'aphanomyces. Donc l'avoine a cette vertu un peu de casser les cycles des pathogènes. Avec nos féveroles, on va associer, avec notre colza, on va associer des féveroles. Et avant nos cultures de printemps, donc les lins, les tournesols, on va implanter un couvert mixte long, à forte proportion de légumineuses. Donc dans cette rotation sur 6 ans, on n'a qu'un seul travail de sol superficiel pour l'ensemble du cycle de culture, quoi, pour assurer la réussite des cultures de printemps. D'accord. Et alors pourquoi est-ce que vous implantez des couverts sur votre ferme, des couverts végétaux? Alors le premier objectif en 2013 était d'augmenter la fertilité des sols grâce à la production d'azote organique de nos légumineuses. Et aujourd'hui, avec la flambée du prix des engrais, ça nous pousse à aller plus loin et à essayer de mieux valoriser tous ces engrais organiques en les intégrant au mieux dans nos plants de fumure. Donc nos couverts nous ont permis de construire petit à petit une porosité biologique que nous devons aujourd'hui continuer d'entretenir et puis de développer. Et ça nous a permis de supprimer le travail du sol profond. Donc nos couverts végétaux aujourd'hui nous permettent d'économiser beaucoup d'énergie fossile tout en stockant du carbone renouvelable et donc d'avoir un bilan carbone positif et puis d'arriver à valoriser ça via les ventes de crédits carbone sur la ferme. Et puis sans oublier tous les avantages environnementaux qui font de l'agriculture de conservation la clé pour pas mal de solutions sur les enjeux que l'agriculture doit relever dans les prochaines années. Hein, la qualité de l'eau, le sol, les compensations d'émissions de CO2 de la société et tout le côté aspect biodiversité. Hein, avec les couverts végétaux, on arrive bien à nourrir la biodiversité aérienne et souterraine. Alors Luc, vous, comment est-ce que vous choisissez les espèces de vos couverts? Alors, bonjour à tous, ça va. Et donc Frédéric a choisi d'utiliser l'outil Acacia pour choisir son couvert. Et donc en 2 mots, je voudrais juste présenter l'outil Acacia. Donc c'est un outil qui est très simple, qui est en ligne sur Internet, hein, donc il est gratuit. Vous tapez Acacia J2E Magellan et donc vous avez accès direct sur l'outil. Lorsque vous ouvrez l'outil, vous allez tomber sur cette première feuille, donc c'est un fichier Excel en fait. Et donc il y a un menu, hein, donc avec différents onglets. Et donc il y a des colonnes. Donc sur la première page, vous avez 4 colonnes. Donc la colonne numéro 1, donc c'est là où on va rentrer les couverts. Donc il y a un menu déroulant et vous pouvez sélectionner tous les couverts que vous souhaitez utiliser. Donc vous rentrez les couverts que vous avez l'intention de semer. Ensuite, la colonne 2 et la colonne 3, ce sont des éléments qui sont déjà paramétrés dans l'outil. Et donc, du coup, là, ça s'affiche, donc notamment les doses de SMI qu'on utilise pour les couverts lorsqu'ils sont semés en solo. Donc, c'est la colonne numéro 2, avec des coûts affectés. La colonne numéro 3, c'est lorsqu'on va étaler le nombre de couverts. Donc, on va choisir plusieurs couverts. Là, à ce moment-là, on va voir que les doses de couverts donc, vont diminuer. Et en fait, la règle de calcul, c'est la dose divisée par le nombre de couverts. Donc si par exemple, ici, on va prendre la févrole, donc je crois que la dose, je ne vois pas bien d'ici, mais je crois que la dose, c'est 180 kg de mémoire. Et il y a 5 espèces qui sont dans le mélange. Et lorsque vous divisez les 180 par 5, vous avez la dose finale, je crois que ça doit être 35 kg. Voilà, donc la règle de calcul, c'est donc diviser le nombre la quantité par le nombre d'espèces qui composent le couvert. Et la colonne numéro 4, c'est la colonne personnalisée, c'est-à-dire que tout en bas vous avez un onglet paramètres des couverts. Donc là, vous pouvez rentrer vous-même vos prix et les doses que vous voulez choisir. Et à ce moment-là, vous personnalisez votre couvert.
Et à la fin, vous choisissez la dose. Et là, par exemple, c'est un très bon exemple. Frédéric, il a souhaité mettre 80 kg de févrole, plutôt que 30 qui étaient conseillés, ou 35 qui étaient conseillés par le conseil de l'outil, parce qu'il souhaitait carrément répondre aux objectifs qu'il a présentés préalablement, c'est-à-dire notamment l'autonomie en azote, ou augmenter sa fertilisation en azote, et donc de févrole. Et ensuite, il a affecté le coût, son coût réel, c'est-à-dire le coût qu'il avait en face avec les prix qu'il avait. Et du coup, au final, il a construit son mélange donc, avec beaucoup de légumineuses, comme M. Forler l'a précisé précédemment. Et donc, on a, je crois, de mémoire, un couvert qui est autour de plus de 100 kg, c'est ça? Je ne le vois pas d'ici, mais autour de 100 kg, et un coût de 53 €. Voilà. Donc le gros intérêt, c'est de pouvoir personnaliser son couvert et puis en même temps de pouvoir avoir son coût de couvert. Ensuite, il y a des petits indicateurs pour compléter pour l'agriculteur. Donc il y a des indicateurs sur le pourcentage du couvert dans le mélange. Donc on voit ici qu'il y a un gros pourcentage en termes de légumineuses par rapport aux autres espèces. Donc là, on voit qu'il est très très orienté azote. Hein. Et puis, il y a un deuxième indicateur à droite, c'est le pourcentage de graines dans le mélange. Et donc ici, en moyenne, donc vous l'avez espèce par espèce, et en moyenne, vous avez dans la case jaune le nombre de graines au mètre carré qui sont semées, qui sont susceptibles d'être semées. Donc là, on doit être un peu plus de 250. Et donc moi, c'est un peu la règle que je précise aux agriculteurs. Il faut quand même un nombre de graines au mètre carré suffisant et je conseille la barre de 250 graines au minimum au mètre carré semées. Ici, c'est d'autres indicateurs. Alors, il y a un indicateur azote. Donc, on voit ici que l'indicateur azote, on voit que là, c'est un couvert qui est très, très orienté azote. Hein, donc, la barre, elle est carrément en bas du vert. Et puis, en termes de production de biomasse, ici, elle a été jugée intermédiaire. C'est-à-dire qu'on est bien, en fait. On est très bien. Et puis après, il y a d'autres petits indicateurs alors, donc, sur les caractéristiques du mélange par rapport à l'appétence limace, par rapport à la destruction par le gel, et puis des complémentarités de couvert, notamment sur les strates, donc s'il est bien équilibré, strates supérieures, inférieures, voilà. Donc voilà, c'est des petits indicateurs qui vous permettent de choisir votre couvert et de faire un couvert à la carte. Merci Luc pour ces précisions. Frédéric, comment est-ce que vous implantez vos couverts ? Oui, il y avait encore ce petit slide, je suis désolé, on est un peu mal organisé, enfin, mal préparé, enfin, voilà. Ça représente un petit peu le couvert qu'on a mis en place sur la ferme, il reste un petit slide, je suis désolé. Donc là, juste pour dire que les févroles, c'est le gros moteur du couvert, elle a un système racinaire vraiment très puissant qui permet vraiment de créer une porosité biologique très rapidement. Donc nous, elle nous a clairement remplacé les outils de travail de sol profond dans notre système céréalier. Hein, la Faceli qui a un fort pouvoir couvrant du sol, face aux adventices, on repousse de blé dans les couverts. Très bonne espèce pour les pollinisateurs. Et puis l'avoine, nous on en intègre dans notre mélange, ça équilibre un petit peu aussi notre céssurène avec un petit peu de carbone dans ce mélange de légumineuses. Et puis elle a un système racinaire fasciculé donc qui fait vraiment un couscous en surface et qui nous a vraiment permis de nous séparer de notre herse rotative sur la ferme. Et puis la veste velue qui grimpe sur les févroles, donc très bonne complémentarité avec les févroles, bonne production de biomasse. Le trèfle d'Alexandrie, lui en complément. Donc pas beaucoup de biomasse à l'automne, mais un bon système racinaire puissant qui permet de bien structurer le sol. D'accord. Et sur l'implantation. Voilà. Donc avant de mettre le semoir dans la parcelle, on va passer avec la herse à paille. Donc pour premièrement corriger la répartition des pailles avec la moissonneuse. Ça permet aussi d'accélérer leur décomposition en les défibrant. Hein, ça perturbe les limaces et les campagnols. On va dessécher le matelas de paille, donc les œufs de limaces ne vont pas apprécier. Et puis on va effacer les galeries des campagnols. Et ça va permettre également de réaliser un faux semis. Il faut toujours garder la gestion des graminées dans la ligne de mire. C'est bon. Et donc voilà, on passe systématiquement la herse à paille avant les colzas et nos lins. Donc le semoir est dans le champ, donc on sème avec des pointes fines à faible perturbation, donc on va faire lever très peu de repousses de blé.
On sème 80 kg de févrole, comme on a dit avant, 10 kg de vesse, 3 kg de trèfle d'Alexandrie, 12 kg d'avoine brésilienne, 1,5 kg de facélie. Donc on ne met pas de fertile localisé au semi-note couvert parce qu'on a un gros pourcentage de légumineuses. Donc là, le placement des graines dans le sol, c'est vraiment primordial, surtout dans des pailles, comme l'a expliqué M. Forler. Une culture qui démarre vite va faire beaucoup plus de biomasse qu'un semis qui végète avec des graines mal positionnées. Donc là, on est le 30 août, donc on peut voir la levée du couvert. Donc toutes les espèces sont présentes, même semées à la même profondeur, que ce soit les grosses graines de févrole ou les petites graines de trèfle. Donc on va suivre ce couvert. Donc on a des explosions de biomasse suivant les températures et puis la pluviométrie. Donc là, en 10 jours, on a pris pas mal de biomasse, du 22 septembre au 1er octobre. Donc le 14 octobre, là, vraiment, je commence vraiment à admirer ce magnifique couvert. On a une très grosse production de biomasse. On a une parcelle hétérogène historiquement qui est complètement homogène. Et donc le 28 octobre, 80 jours après le semis du couvert, on a les févroles qui commencent à fleurir, un peu de vesse aussi, un petit peu de facélie. Voilà, il est encore bien vert, mais il y a quelques fleurs qui arrivent. Donc maintenant, il va être temps de peser la biomasse de ce couvert. Alors, Luc, comment est-ce qu'on mesure les restitutions du couvert ? Donc, pour mesurer les restitutions de couvert, on utilise la méthode MERCI, donc MERCI 2, donc la nouvelle version. Et donc, pour ce faire, on va dans la parcelle. Donc, on va délimiter 3 placettes de 1 mètre carré par placette. Donc là, ici, Frédéric, il a soudé, je crois que c'est un cadre en fer de 1 mètre carré. Donc, on positionne le cadre sur la végétation. Et puis après, on enlève tout autour pour ne pas fausser le prélèvement. Sachant qu'au préalable, il faut s'assurer que le couvert soit sec. Il ne faut pas qu'il soit humide parce que sinon on va peser de l'eau. Donc il faut absolument que ça soit sec. Donc plutôt y aller l'après-midi. Et puis on va prélever tout ce qu'il y a à l'intérieur du cadre. Et donc là, ici, avec le mélange multi-espèces, on prélève tout et on ne prélève pas les racines, que ce qu'il y a en surface du sol. Et après, on va séparer espèce par espèce. Une fois qu'on a séparé espèce par espèce, donc là, ici, vous avez la pesée. On voit des photos de pesée que Frédéric fait sur la parcelle. Et donc, une fois qu'on va séparer espèce par espèce, on va rentrer ces informations dans le logiciel. Et donc, ça va vous donner 2 versions. Une version Excel avec toutes les informations concernant le couvert, donc là, espèce par espèce. Et puis on verra par la suite donc une version plus PDF avec une version plus synthétique. Donc ici, sur la version Excel, sur la feuille Excel, vous avez donc le couvert, donc la févrole, la vesse, le trèfle, l'avoine et la facélie. Et vous avez le poids mesuré, donc sur la moyenne des 3 placettes, vous avez le poids mesuré espèce par espèce. Et puis derrière, donc, on a les informations donc, sur la matière sèche, sur le C sur N, sur l'azote piégé, et puis après sur la restitution de l'azote, et puis sur les éléments piégés comme le phosphore, la potasse, la magnésie, etc. Et un élément aussi sur le carbone stable. Et donc ici, vous voyez que le couvert, eh bien, il y a des espèces qui ont eu des fortes biomasses, des espèces avec un peu moins de biomasse, mais qui étaient très complémentaires pour un résultat de 9 tonnes de matière sèche dans le couvert. Donc là, on voit clairement que le gros moteur dans le couvert, c'est la févrole, avec 4 tonnes quand même de matière sèche aérienne dans ce couvert. On peut voir aussi la dynamique de libération des éléments avec la minéralisation. Dans le bas du tableau, on voit les févroles. Là, on voit que ça relargue quand même 23 unités rapidement, 16 à 60 jours. Donc on a 56 kg quand même d'azote restitué sur la culture et 1 tonne de carbone stocké. On peut rajouter aussi, par rapport à ce qu'a dit M. Forler, c'est sur le C sur N. Donc ici, on a le C sur N espèce par espèce. Donc on voit bien que les légumineuses ont des C sur N assez faibles et que c'est l'avoine qui a un C sur N élevé, puisqu'on est à 24 de C sur N. Mais la moyenne du mélange n'est qu'à 17. Donc là, c'est clairement mon plus beau couvert. On atteint quand même 9 tonnes de matière sèche, 255 unités d'azote piégées. 94 unités sont disponibles pour la culture suivante.
Donc l'écart entre les 255 et les 94 vont se libérer progressivement dans le système de culture. Donc là, on atteint quand même un budget, enfin, vu le contexte actuel des engrais, ça représente quand même 218 euros par hectare. Et donc, le couvert n'a pas non plus piégé que de l'azote, il a aussi piégé d'autres éléments minéraux. Et donc, on a du phosphore, de la potasse et du soufre. Donc, comme l'a dit M. Forler, des éléments qui vont être restitués pour la culture suivante. Et donc, économiquement, compte tenu du coût des engrais, qui seront disponibles pour la culture et donc qui coûteront beaucoup moins cher. Alors, on voit que ce sont des beaux résultats, Frédéric, que vous avez, mais est-ce que vous parvenez à réduire finalement l'utilisation d'engrais minéraux sur vos cultures? Alors le contexte de l'année nous a poussé justement à essayer de mieux valoriser cet azote organique. Donc là, on peut voir le plan de fumure pour une culture de l'infibre semence de printemps, avec un objectif de rendement de 18 quintaux. Donc à gauche, si je n'avais pas effectué de couvert, j'aurais donc dû apporter environ 55 unités d'azote sur le lin. Donc grâce à mon couvert qui rend disponible 94 unités d'azote à la culture. Donc il y en a une partie déjà minéralisée qui est présente dans le reliquat. Donc j'ai fait des reliquats azotés dans une parcelle de couvert mulchée, une parcelle qui n'avait pas été mulchée. Il y avait 30 unités d'écart. Donc là, j'ai 60 unités de reliquats. On a encore de la pédale sous le pied grâce à notre couvert. On a encore 45 unités en rable. Donc cette année, j'ai pas mis d'azote sur mon lin de printemps. J'ai sécurisé comme chaque année avec un engrais localisé en mettant 50 kg de 1846. Donc 55 unités d'azote, dans le contexte actuel, ça représente quand même 130 euros par hectare. Donc là, pareil pour le tournesol. Donc avec un objectif de rendement de 35 quintaux. Donc là, on est dans des terres à bon potentiel, dans les meilleures terres du domaine, avec un précédent blé à 10 tonnes. Donc sans couvert de légumineuses, le plan de fumure me préconisait 60 unités, un apport de 60 unités d'azote. Donc là, avec l'effet couvert, on a encore de la pédale sous le pied. On a encore 29 unités disponibles pour le couvert. Donc j'ai quand même sécurisé. J'ai appliqué 100 kg d'ammonitrate 27 parce qu'on est dans des terres à bon potentiel. Et on n'a pas encore vraiment expérimenté toutes ces diminutions d'azote-là. Donc la méthode Merci, ça a été fait quand même en Charente-Maritime. Donc ils ont des blés avec beaucoup moins de paille que nous dans notre secteur. Donc voilà, est-ce que tout ça, c'est des expérimentations qu'on doit mener dans notre contexte pédoclimatique. Et donc pour sécuriser mon potentiel, surtout vu le marché du tournesol en ce moment, donc on a mis 100 kg d'ammonitrate 27. Mais le gain possible est de 60 unités sur les tournesols, donc 140 euros hectare. Donc moi, mon gain n'a été que 30 unités et 70 euros. Donc avec Frédéric, on a souhaité vous mettre une simulation pour de la culture de la betterave. Il n'y en a pas sur l'exploitation, mais néanmoins on sait ici dans la salle que il y a beaucoup de betteraviers dans la salle, et donc avec le couvert de 9 tonnes, quelle simulation on peut avoir en termes de conduite en azote. Et on voit que globalement, si on respectait intégralement les restitutions par le couvert, on aurait 0 unité d'azote à apporter pour un objectif de rendement de 100 tonnes, donc grâce au couvert. D'accord, alors c'est bien, on le voit, j'ai une question pour vous tous les deux. Comment est-ce que finalement vous faites en sorte de rendre ces éléments disponibles dans votre sol ? Alors on va être vigilant justement à l'évolution du couvert. Donc dès qu'il commence à fleurir, on va coucher le couvert au sol. Avec le matériel disponible sur la ferme. Donc nous, on utilise nos rouleaux Cambridge. Donc il faut être réactif quand on a eu un petit temps séchant. Là, on est le 18 novembre. La surface du sol était à peu près ressuyée. Notre couvert arrivait à maturité, donc on est passé avec notre rouleau Cambridge. Donc pour mettre le couvert en contact avec tous les micro-organismes du sol, on va amorcer une dégradation qui va être lente du couvert, donc sans consommer de carburant. Donc par contre, avec des outils lourds comme ça, il faut être très vigilant à ne pas dégrader la porosité de surface en passant sur un sol humide, surtout sans gel. On a de moins en moins de gel sur la ferme. Donc après, on va voir, plus le couvert est développé, plus il va se détruire facilement. Donc là, on est une semaine après le passage du rouleau Cambridge. Là, on est un mois après le passage, donc on commence à avoir des espèces noircir. Donc toutes ces espèces-là favorisent le réchauffement du sol.
Donc là, maintenant, on va être encore réactif. Donc là, le 22 décembre, on a eu moins 4,5. Donc on est parti très tôt le matin pour mulcher ce qui reste de nos couverts végétaux. Donc on passe sur un sol complètement gelé. Donc là, le tracteur a juste marqué sur le végétal, mais absolument pas sur le sol. Donc là, ça permet vraiment de mulcher sous le couvert en surface. Ça permet également de faire mûrir les terres fortes, d'homogénéiser le ressuyage sortie-hiver, d'accélérer le réchauffement du sol pour la suite, de réaliser un faux semis, de perturber les ravageurs, les limaces et campagnols, de reniveler aussi les parcelles touchées par les sangliers. Donc on fait ça une fois tous les 6 ans sur notre rotation, avant le lin et le tournesol. Alors, et sur l'aspect culture du printemps, comment est-ce que vous faites avec le changement climatique pour réussir justement vos cultures de printemps? Alors, on va être très très vigilant à bien conserver l'humidité de surface, parce que quand on est en semi-direct ou en travail superficiel, on est complètement dépendant de cette humidité de surface. On ne va pas aller piocher avec des outils pour remonter du frais. Donc là, sur ce travail du 22 décembre, on est passé mi-février avec nos rouleaux pour améliorer l'efficacité du faux semis et puis bien conserver la surface. Et puis le 24 mars, on a eu des bonnes conditions pour implanter notre lin. Donc là, on a repassé un passage de rubine pour accélérer le réchauffement. On est sur une culture à cycle court. Donc le réchauffement est très important. Ça nous permet aussi de préparer le lit de semences. Donc là, on roule donc sur un sol ressuyé, on passe le rubine. C'est vrai, il faut avouer que ça ne fait pas toujours un très beau travail, parce qu'on a un sol qui a été battu pendant l'hiver. Mais à côté de ça, là, l'erreur, ce serait de repasser un deuxième passage d'outils, parce qu'on dessécherait complètement le lit de semences. Donc on préfère passer notre rouleau Cambridge, qui permet de finir d'affiner sans dessécher et de créer une remontée de capillarité. Voilà, donc on affine sans consommer de carburant. Donc le lendemain, on sème donc sur le roulage. Donc la règle, c'est vraiment de toujours voir la fraîcheur dans les rayons du semoir et de refermer immédiatement derrière, d'avoir un très bon contact terre-graine et de ne surtout pas perdre une miette de l'humidité résiduelle qu'on a dans les sillons. Et est-ce que vous avez finalement réalisé une bande témoin pour vérifier que votre culture elle ne manquait pas d'azote? Alors oui, je suis passé avec l'automoteur, j'ai appliqué 100 litres d'azote liquide sur une bande de 36 mètres, donc pour voir s'il y avait un effet visuel tout au long du cycle de la culture de lin, qui est une culture quand même assez sensible, qui marque bien les défauts de structure ou autres. Donc là, on est le 22 avril, un mois après le semis. Donc là, moi, je ne vois pas de différence visible entre la partie avec les 100 litres de solution et les parties en fertilisation minérale. Là, on est le 13 mai, donc je ne vois toujours pas de différence visible. Là, on est le 16 mai, toujours pas de différence visible. Là, on est le 24 mai, toujours pas de différence visible. Et là, on est le 30 mai, donc le lin, il est en pleine floraison. Il mesure 80 cm de haut. Je ne vois toujours pas de différence entre la bande fertilisée et sans fertilisation. Donc c'est une vraie satisfaction de se dire qu'aujourd'hui, grâce à des gros couverts de légumineuses, on peut auto-fertiliser avec de l'azote organique des cultures de printemps. Donc voilà, maintenant on espère avoir une belle récolte de lin. Si on pouvait avoir un petit peu d'eau pour produire un peu de graines, ça serait super. Et alors, en préparant l'intervention, vous me disiez également que vous implantez également des légumineuses avec votre colza. Oui, alors j'associe 65 kg/hectare de févrole avec mes colzas et avec 5 kg de sarrasin. Et on met 1,5 kg de métarex dans la ligne de semis pour sécuriser le démarrage de la culture. Donc on met aussi 60 litres de 1448. Là, on met une fertilocalisée pour nos colzas. Donc on sème vraiment sans consommer de carburant. Là, on est à 4 litres hectare. Donc le placement des graines dans le sol est toujours vraiment primordial, que ce soit les couverts, les colzas. Voilà, on sème nos cultures de récolte que nos couverts de la même façon. Donc là, cette année, on avait quand même des gros volumes de paille. Ça a été quand même assez compliqué. On est passé la herse à paille pour bien les répartir et autres. Et j'ai envie de dire que notre semoir à dents a vraiment fait des miracles dans des conditions compliquées avec des très gros volumes de paille humides. Donc là, avec un beau paillage et un semis à faible perturbation, donc ça va faire plus de 5 ans qu'on ne fait plus de post-semis sur notre colza. Donc ça fait quand même une économie de 65 € par hectare.
Et c'est toujours un plaisir pendant l'hiver de passer devant ces colzas et puis les belles journées ensoleillées de pouvoir admirer notre usine à engrais qui produit de l'azote organique en bénéficiant de la photosynthèse. Donc là, on passe à la pesée Merci, donc le 23 novembre, la pesée entrée-hiver. Donc le résultat donne une matière sèche aérienne de 3,6 tonnes, donc 140 unités d'azote piégées, dont 60 seraient assimilables pour la culture de printemps. Donc ça représente quand même 140 € par hectare. Donc là maintenant, on va essayer de rentrer ça dans le plan de fumure. Donc lui de base, quand on clique sur la légumineuse Gélive, il vous met 30 unités. Donc on ne peut pas modifier, on ne peut pas dire que voilà, notre couvert nous a apporté 30 unités. Donc là, on est sur un bon potentiel, on est sur un colza à 4 tonnes. Donc la dose conseil est de 175 unités. Donc là, moi, au moment d'apporter mon deuxième apport sur mes colzas, voilà, le changement climatique, on a de plus en plus de périodes de sécheresse et on a du mal à valoriser nos apports d'engrais minéraux. Donc si j'avais bien réussi à faire assimiler mon apport minéral, si j'avais une pluie peu de temps après mon apport, j'aurais pu faire un gain de 60 unités sur mon colza, ce qui représentait quand même 140 € par hectare, et qui m'aurait permis de pouvoir essayer de produire 4 tonnes de colza avec 150 unités d'azote. Donc là, moi, j'ai préféré sécuriser. J'ai mis de l'azote liquide début mars. On n'a pas eu d'eau, malheureusement pas eu d'eau derrière. Donc j'ai préféré ne déduire que 30 unités de mon couvert. Une petite précision concernant la règle azote terre inovia. Donc, lorsqu'on met colza associé, de toute façon, ça ne met que 30 unités maxi. Donc, peu importe la biomasse du couvert qu'il y a avec le colza. Donc, limité à 30. Et donc là, avec le test Merci, on avait quasiment le double en termes d'azote. Donc, est-ce qu'on en tient compte ou on n'en tient pas compte dans le calcul? C'est vrai que là, dans le logiciel, il est plafonné à 30. Donc là, la parcelle de colza a pris le gel le 22 décembre. C'est la journée où on a mulché nos couverts. Il a pris moins 4,5. Et là, on voit le colza le 19 janvier. Donc il a déjà fait sa reprise de végétation. Donc il n'y a pas de transfert direct, je pense, d'azote de la févrole au colza. Mais le système racinaire puissant des févroles crée une oxygénation dans le sol qui favorise la minéralisation. Et donc on a vraiment des colzas vigoureux. On les surveille avec des analyses de jus de sève. Et par rapport aux impuretés? Par rapport aux impuretés, alors là, elles ont bien gelé. Mais vraiment, les années, plus elles sont développées, plus elles sont sensibles au gel. Et les années où elles ne gèlent pas, on va appliquer 0,25 ou 0,3 de Lontrel. Donc ça coûte pas cher et ça permet de ne pas avoir d'impuretés à la moisson. Donc là, on voit l'évolution de la parcelle de colza. Donc le 29 mars, on a eu une belle et longue floraison. Donc la photo a été prise au même endroit. Et donc là, on est une dernière photo prise le 10 mai. Donc on a une belle et longue floraison et puis on a vraiment des colzas prometteurs. Alors moi j'ai une question, c'est quel est le gain économique vous estimez dans le contexte actuel? Alors on a essayé d'avoir une petite approche économique. Donc au niveau des charges de structure, on a économisé 450 heures de tracteur. Donc aujourd'hui, notre tracteur de tête sur la ferme a 5500 heures. Donc si on était resté dans le système ancien, aujourd'hui c'est un tracteur qui aurait plus de 8000 heures. Donc on pourrait éventuellement commencer à se poser la question raisonnablement de le changer. Derrière ces heures de tracteur, il y a des litres de fuel. Donc aujourd'hui, du fuel, ça vaut 1,25 € du litre. Donc on a économisé quand même 21 200 litres. On a divisé par 2 notre consommation de gasoil. Il y a 0,5 UTH qui ont été déplacés de la ferme vers d'autres activités du domaine de Saint-Lubin. Donc au niveau des charges de structure, je pense qu'il y a une économie aux environs de 150 € par hectare. Au niveau des charges d'appro, c'est un peu plus décevant. Malgré qu'on ait économisé un poste semi sur notre colza, ça représente quand même 4 500 € par an. On a économisé 11 000 € d'azote cette année, grâce à nos couverts de légumineuses. On a un budget de semences de couverts qui est plus conséquent forcément qu'avant. Donc notre budget global est de 5 600 € par an. On consomme plus d'antilimaces aussi que si on était en conventionnel, comme avant. Mais bon, cette année, je pense que tout le monde a consommé plus d'antilimaces. Et puis on est touché de plein fouet par l'augmentation du glyphosate qui a triplé.
Donc moi j'estime l'augmentation sur la ferme de 7 500 € par an. Donc au niveau des produits, j'ai fait des moyennes dans tous les sens. Donc on a tout l'historique des rendements avec les rotations en blé sur blé, Scourgeon, colza. Hein, et après avec la diversification de l'assolement et puis les couverts de légumineuses. Donc il y a un gain net de 1,4 tonne en blé sur la moyenne décennale. Donc avec aujourd'hui, on était content de sécuriser du blé à 243 € et puis aujourd'hui ça passe les 300. Donc je pense qu'on sera autour des 285 € tonne, mais bon, ça représente quand même 80 000 €. Mais bon, la sécheresse est passée par là aussi. Donc je ne pense pas qu'on aura l'1 tonne canne cette année. Mais on a quand même des sols qui gardent mieux l'eau, des cultures qui résistent mieux au stress hydrique. Et aujourd'hui, malgré le climat, on a quand même des beaux blés. Donc on peut raisonnablement estimer un gain de 0,5 tonnes pour cette année. Ça représente tout de même 28 500 € par an. Et puis notre bilan carbone positif cette année nous a permis de stocker 0,49 tonnes par hectare. Hein, donc on a mis sur le marché 229 certificats pour la première année de notre programme de 5 ans avec Sol Capital. Et donc on a reçu une rémunération de 7 300 €. Donc on peut estimer un gain économique d'environ 95 000 €, soit 235 € par hectare, qui va nous aider à faire face à l'inflation qu'on subit tous et puis à la baisse des primes PAC sur nos fermes céréalières. Intéressant, merci pour cette approche. À tous les deux, vous vouliez compléter, Luc ? Non. Alors, un temps pour les questions à présent. Est-ce qu'il y a des questions par SMS ? Pas de questions par SMS. Des questions dans la salle ? Alors, une personne. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais aimé avoir des précisions sur les trèfles d'Alexandrie, justement. Ça reste une légumineuse qui est quand même assez coûteuse. Et dans votre bilan, elle rapportait que deux unités. Et en phosphore, potasse non plus, elle n'était pas très élevée. Alors effectivement, voilà, c'est un peu décevant au niveau des restitutions, mais quand on regarde son système racinaire, c'est vraiment très puissant. Et donc ça vient complémenter les autres espèces, hein, pour continuer d'entretenir et puis de développer notre porosité biologique. Donc je pense qu'il faut quand même apporter différentes espèces. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Oui, monsieur, juste là. Alors, madame, pardon. Oui, bonjour. Du coup, je pense que vous n'avez pas la réponse à cette question, mais peut-être les intervenants précédents l'ont, sur pourquoi l'apport de la Févrole est plafonné à 30 unités dans ce logiciel. Si quelqu'un a la réponse. J'ai appelé Terranovia hier justement pour ce sujet. Donc en fait, a priori, ce qu'ils nous disent, c'est que dans tous les essais qu'ils ont pu mener, ils ne voient pas de quantité d'azote supérieure à 30 en termes de libération. Et donc c'est pour ça qu'ils ont plafonné à 30. Alors là, il y a peut-être un débat à avoir là-dessus, puisque en fait, nous, on arrive avec d'autres outils à mesurer qu'il y a une restitution plus importante. Donc est-ce que demain, il faut faire évoluer le logiciel Terranovia ? C'est peut-être une question, je ne sais pas. Il y a certainement des choses à regarder, puisqu'on a aussi des biomasses. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a des biomasses, le fait de semer beaucoup plus tôt les colzas, en ACS, on sème quand même plus tôt. On développe plus les biomasses des févroles. Et donc, est-ce que c'est ça qui va faire qu'on a aussi plus d'azote stocké ? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, le logiciel, c'est sûr, il plafonne à 30. Donc c'est des valeurs qui sont mises par défaut dans le logiciel. Donc voilà, moi il y a des années où je ne réussis pas mes colzas associés, enfin mes févroles, et donc là moi je ne les compte pas, je compte 0. Donc c'est à nous de nous adapter et puis de corriger justement ces données mises par défaut. Et Merci est un outil efficace justement pour pouvoir bien évoluer et évaluer un petit peu toutes ces restitutions et les intégrer dans nos plans de fumure. On a mis des essais en place là-dessus. Donc justement, on a des courbes de réponse à l'azote. Et donc justement, on aura des réponses par rapport à ça. Il y a une question. Juste une question. Alors je ne sais pas si vous avez fini votre période de transition en SD. Mais enfin, on a l'impression qu'en tout cas, les résultats sont quand même super. Et enfin, c'est un peu ce que disait le précédent intervenant, c'est qu'il y a quand même, quand on voit dans la plaine, il y a quand même des gros problèmes aussi qui se posent
sur le passage en SD, notamment tout ce qui est campagnol, limaces. Enfin, je voulais savoir si vous aviez été confronté à des gros problèmes comme ça, qui ont quand même dû générer par moment des pertes sur l'exploitation. Alors non, on n'a pas subi d'échecs liés au semi-direct. On subit des échecs de temps en temps de désherbage suite aux contraintes réglementaires qu'on essaye d'appliquer. Donc ça, c'est pas évident. Par contre, au niveau implantation de nos cultures, on subit vraiment pas d'échecs. La meilleure chose que je puisse vous conseiller avant de vous lancer, c'est de vous former. Moi, il y a plus de 5 ans, j'ai passé 2 jours avec Jean-Luc Forler à Reims, et ça m'a donné une feuille de route claire et précise pour anticiper les problèmes que je pouvais rencontrer. Donc moi, la période de transition, j'ai envie de dire, ça a plutôt été une période d'échange et de formation agréable. Après, le travail sur le terrain, ça s'est fait relativement très bien. Donc après, je ne suis pas intégriste, hein, on travaille le sol superficiellement pour assurer les réussites des cultures de printemps sensibles comme le tournesol, hein, comme notre lin. Donc on limite les risques aussi. Moi, je suis salarié d'une entreprise, donc je ne vais pas non plus prendre les risques qu'un agriculteur à son compte pourrait prendre. Donc moi, je suis assez vigilant et voilà, je suis soucieux du résultat final de la ferme. Et juste Moi, une remarque pour Luc. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de betteraves ou pommes de terre, enfin des cultures où on va plus tasser les sols, est-ce que c'est aussi une explication qu'il y ait moins de problèmes? Non, parce que je connais beaucoup d'agriculteurs en agriculture de conservation qui produisent des betteraves et ça se passe vraiment très bien. Voilà, ensements découverts en direct derrière la moisson ou derrière un décompactage, si vraiment il y a une culture industrielle de printemps qui va suivre, vous allez créer une porosité biologique, vous allez gagner en portance. Et donc voilà, forcément, si on travaille, si on ameublit le sol en profondeur avec du labour, on va forcément avoir des machines qui vont marquer aux automnes et on va tous les ans, on va décaler la construction de cette porosité biologique. Hein, donc, quand on fait une porosité mécanique avec des outils adaptés en fissurant sans bouleverser les horizons, en semant un couvert juste derrière qui va transformer cette porosité et l'entretenir en porosité biologique, on va gagner en portance et on aura de moins en moins petit à petit besoin de travailler le sol en profondeur. J'aurais quand même insisté sur une chose, c'est que bon, Frédéric, il est très modeste, mais néanmoins, le démarrage de partir en ACS sur l'exploitation, elle est quand même suite à un échec sur le désherbage, notamment Régras. Et donc, c'est une ferme qui était très infestée au Régras, on peut le dire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on passe sur l'exploitation, le fait de passer en ACS et puis d'avoir une alternance couvert culture d'automne, culture de printemps, aujourd'hui, c'est propre, c'est très propre. Et lorsqu'on traverse tout le département de l'Oise, à chaque fois que j'arrive chez Frédéric, je suis stupéfait par la propreté des parcelles. Donc là, il y a vraiment quelque chose de gagnant sur l'aspect salissement, ça c'est clair. Il y a une question. Il n'y a pas de betterave, il y a pas de betterave, mais bon, voilà, agronomiquement, ça me ferait pas plus peur que ça d'en faire. Après, quand vous récoltez en mauvaises conditions, derrière, on va corriger mécaniquement. Donc, si on corrige mécaniquement en bonnes conditions, on va vite retrouver une porosité correcte, et les couverts qu'on remettra en place dans la suite, corrigeront la structure. Alors, comme l'a dit M. Forler, lorsque vous êtes en phase de transition, la betterave, il ne faut pas la mettre en première ou en deuxième année. Il faut la mettre en fin. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de la 5e ou de la 6e année, on va introduire de la betterave dans l'assolement, mais surtout pas au démarrage. Dans les 4 premières années, on essaye de ne pas mettre justement de la betterave. Mais aujourd'hui, dans les groupes, dans les agroclubs que j'anime au sein d'Agora, on a vu des parcelles de betteraves en ACS et sincèrement, je peux vous assurer qu'ici, il y a quelques producteurs ici dans la salle. Franchement, il n'y a pas de souci particulier avec ça, quoi. Pas de souci. Monsieur, allez-y. Oui, bonjour. Juste une petite question par rapport au dernier tableau présenté sur les charges de structure. Est-ce qu'il a été calculé dedans l'investissement des semoirs à 100 000 € pour le passage au semi-direct ? Alors, vous avez mon directeur qui est juste devant vous, donc vous pouvez lui passer le micro et il va répondre à cette question. Allez-y. Bonjour, Philibert de Moutier. Bon, le semoir à 100 000 €, ça s'amortit, donc ça se met sur plusieurs années. Quand vous le revendez pratiquement le prix que vous l'avez acheté.
Et on a acheté un deuxième semoir qu'on a acheté en Pologne, sur lequel on l'a rééquipé. Et je crois que l'ensemble rééquipé a coûté 25 000 euros. Donc, mis ça sur 10 ans, si on les revendait aujourd'hui, je pense qu'on aurait retrouvé notre somme de départ. Voilà, ma réponse. Et donc je pense que cette année, c'est la dernière année où on paye notre semoir à disque. Et donc là, on est équipé, on a des semoirs robustes qui peuvent avaler des énormes quantités d'hectares. Et donc là, je suis équipé pour semer toutes les cultures de la ferme, au moins jusqu'à ma retraite. Alors, une question SMS. Alors justement, elle fait sens avec les réponses apportées. Est-ce qu'il existe un type de semoir qui peut passer dans toutes les situations, ou est-ce qu'il faut forcément investir dans 2 semoirs sur l'exploitation? Semer dans des pailles et semer dans un couvert, c'est 2 travails complètement différents. Donc moi, au début, c'est vrai qu'on avait fait plusieurs essais de semis sur la ferme. Et donc on a acheté un semoir à disque parce que il y a plus d'usure, il y a les roulements, il y a tout ça. Donc un semoir à disque, je pense qu'il faut l'acheter neuf. Ou alors en acheter un mais tout refaire. Et un semoir à dents, on peut facilement, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a plus de demandes. Mais on peut facilement en acheter un d'occasion. Et donc là, moi je pense qu'on a besoin des 2. Voilà. Et ces dernières années, on a eu des automnes très compliqués, très humides. Et d'avoir 2 semoirs, ça nous a permis d'avancer efficacement dans l'emblavement de nos céréales. On sème à 2 semoirs à l'automne. Donc ça nous a permis de pouvoir semer toute notre surface de blé en bonnes conditions. D'accord. Je pourrais rajouter aussi, bon après ça va dépendre aussi du volume de biomasse du couvert et puis des espèces qui composent le couvert. Notamment lorsqu'il y a des vesses, il y a beaucoup de vesses dans le couvert. Parfois on observe des phénomènes de ratissage. Donc ça bourre dans le semoir, alors que là pour un semoir à dents je parle, et lorsqu'on a un semoir à disque ça va moins bourrer. Mais après le disque lui il a des problèmes, notamment lorsqu'on va semer les colzas par exemple, quand il y a beaucoup de paille, parce qu'en fait il va entraîner la paille au fond du sillon, et du coup ça peut poser des problèmes pour la germination des colzas, et également pour les couverts à petites graines. Donc chaque semoir a son avantage, ses inconvénients. Il y a du pour, il y a du contre. C'est pas facile de déterminer le bon type de semoir. Néanmoins, s'il y a une préférence, je préfère le semoir à dents. Je pense que M. Forler l'a dit. Le semoir à dents, on a beaucoup moins d'échecs, notamment pour l'élever, notamment tout ce qui est culture qu'on sème juste après la récolte, type colza ou les petites graines, les couverts. Où là, c'est clair qu'il y a beaucoup moins d'échecs en termes de résultats et de performance sur la biomasse notamment. Merci pour ces précisions. Une question. Bonjour. Du coup, très intéressé par le fait que vous utilisiez la modélisation pour voir un peu les stocks d'azote qui vous restent pour la culture suivante. J'aurais voulu savoir si vous aviez cherché à comparer justement les valeurs d'azote que vous modélisiez pour la culture suivante, et combien vous aviez au niveau des reliquats sortis hiver. Est-ce qu'il y a une différence significative, ou est-ce que vous êtes sur des valeurs qui sont sensiblement similaires? Alors les reliquats, vous savez, c'est complètement dépendant de la pluviométrie et de la température. Donc si on fait un reliquat au même endroit toutes les semaines sur plusieurs mois, il va faire ça tout le temps. Donc ça donne une valeur à un instant T, qui sert comme ça à ajuster un petit peu notre bilan. Mais on n'en tient pas compte plus que ça du reliquat. Ça donne une tendance. Donc là, moi, pour mes couverts, j'ai fait un reliquat derrière mes couverts dans une parcelle qui n'avait pas été mulchée, et dans une parcelle qui était mulchée. Il y avait 30 unités d'écart. J'avais 30 unités sans que le couvert soit mulché, et 60 là où le couvert était mulché. On a une question par J'ai SMS. deux questions par SMS. Allez. Comment se gère la logistique de la récolte au niveau des remorques? Alors là, on est équipé de GPS. Donc comme on est en travail superficiel et en semi-direct, on n'a plus de travail de sol profond. Donc les routes tonneaux sont définitives. Donc à la moisson, j'aime bien voir les bennes à charge traverser le champ vite avec les bennes pleines. Ça pose pas de problème. On a le travail on a le travail du sol. Enfin, les passages de tonneaux sont géolocalisés. Donc les bennes circulent tout le temps dans les routes tonneaux. Et elles sortent juste pour suivre la moissonneuse, et elles reviennent aussitôt dans les passages de tonneaux. C'est assez simple.
Une autre question par SMS. Une dernière question. En plus, Frédéric, du modèle Merci et de l'utilisation du PPF, est-ce que tu as utilisé un outil de pilotage type satellite pour te rassurer sur la dose totale d'azote? Alors non, moi je suis adepte des pesées au champ. Donc voilà, pour mes colzas et mes couverts, je procède à des pesées de biomasse, tout simplement. Mais après, bon voilà, on a essayé Spotifarm sur Geofolia. Et donc là, je voulais justement vérifier l'homogénéité de mon couvert, parce que visuellement, comme ça, ça me paraissait pas mal. Et puis bah là, bon, j'aurais pu mettre dans la présentation, mais j'ai des photos des parcelles qui sont vraiment très homogènes. Avec le SMI Direct, on a vraiment réussi à homogénéiser nos parcelles. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ce témoignage. On peut les applaudir, les encourager. Merci.